Étant donné que la République démocratique du Congo est et reste notre bien le plus précieux au monde, nous en parlerons à chaque fois qu'il le faudra, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure du Congo, cette émission qui permet à ses invités de dire tout haut, c'est qu'autrefois et autre temps, ils auraient dit tout bas, qui permet aux analyses, aux versions des différents Congolais qui ont des choses à dire, à étaler, à exposer pour les salis de leur pays, de pouvoir être canalisés vers la cible qui est la population congolaise prise dans son entièreté. Aujourd'hui, tout en respectant notre coutume, nous allons recevoir un Congolais de plus. Celui-ci, il nous vient de l'Alliance de forces démocratiques pour le Congo AFDC, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement congolais, donc président du Sénat. Notre invité s'appelle Eric Tshiswaka Kabea, il est communicateur de ce grand parti politique, comme je disais, cher à Bahati Lukwebo. Avec vous, nous allons recevoir notre invité. La formule est simple. Bonjour et bienvenue, Eric Tshiswaka. Bonjour. Pour la première fois, vous visitez le plateau de l'heure du Congo. Quels sont vos premiers sentiments? Je suis très heureux d'abord pour cette invitation. La chaîne Le Peuple d'abord. J'ai trouvé que tout est fait dans le professionnalisme, donc chacun fait son travail. J'ai senti un sens du leadership, de la responsabilité. Et quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit qu'il était important de pouvoir répondre à cette invitation et d'analyser à certaines des questions de l'heure de notre pays. Donc je crois que ici, tout est bien fait. J'aimerais ici demander à tous ces Congolais qui veulent s'exprimer, qui veulent donner leur point de vue, de pouvoir passer ici sur Le Peuple d'abord. Parce que je suis arrivé, moi-même j'ai constaté que tout est fait dans l'ordre et je suis assis confortablement. Très bien. Donc je crois qu'il faut que ceux Congolais qui veulent s'exprimer, qu'ils arrivent, qu'ils parlent, et c'est très important. Donc je crois que j'étais vraiment très bien reçu. Très bien. Tshiswaka, à vous voir, vous paraissez juriste. Est-ce que le public se trompe en croyant ainsi? Arrêter d'apprendre, pour moi, c'est un défaut. Il faut toujours apprendre. Je suis licencié en économie et gestion pétrolière. Wow. Et je suis détenteur d'un diplôme. Je suis expert en secteur des hydrocarbures. Et je suis aussi en voie de faire le droit, il faut le dire encore ici, parce que j'aimerais encore ajouter le droit. Apprendre, pour moi, c'est une école, il faut toujours apprendre. L'homme, je me rappelle un professeur qui m'a donné cours, paix à son âme, il me disait toujours, quand on est en vie, on ne se repose pas. On apprend toujours. C'est le jour où tu meurs, où tu te reposes. Et donc, beaucoup de personnes pensent que je suis juriste. Beaucoup veulent à ce que je fasse le droit. Évidemment, je suis en processus pour faire le droit. Mais maintenant, je suis licencié en économie, gestion pétrolière. Donc, je suis expert dans le secteur des hydrocarbures. Très bien. En RDC, les gens ont comme l'impression que les économies pétrolières, etc., sont l'affaire des experts étrangers. C'est comme si en RDC, il n'y en avait pas. Voilà, il n'y a pas très longtemps ici, nous avons connu une rupture des carburants dans les stations d'essence, mais personne n'a pu donner la bonne interprétation de ces phénomènes. Est-ce qu'en passant, vous pouvez avoir une petite idée Évidemment, d'abord, cela est dû à la guerre que nous avons eue entre la Russie et l'Ukraine, il faut le dire, il faut l'expliciter, puisque la Russie fait partie parmi le deuxième ou troisième pays explorateur du pétrole, s'il faudrait le dire ainsi. Vous savez, avec cette guerre, les sanctions de l'OTAN, etc., et ça a influencé sur le prix du marché mondial. Et certains pays ont recouru à ce que nous appelons à des réserves stratégiques. Vous vous rappellerez que la AIE, Agence internationale énergétique, avait déjà prémédité ce qui est arrivé entre la Russie et l'Ukraine, a demandé même à certaines nations d'épuiser sur des réserves stratégiques. Alors la RDC fait partie des pays qui manquent des réserves stratégiques en hydrocarbures. Est-ce que vous êtes aussi parmi les conseillers, par exemple, du gouvernement congolais? Vous faites des mémos dans ce sens-là pour que on cesse de connaître la situation qu'on a connue à cause notamment du manque de réserves stratégiques en énergie? Bon, écoutez, je crois qu'étant Congolais, j'apporte aussi mes points de vue, j'analyse. Je crois que lorsque nous avons eu cette pénurie de carburant, etc., j'ai eu à intervenir. J'ai même parlé avec un assistant
du ministre Didier Boudimbo. J'ai parlé avec certains qui travaillent dans son cabinet. Ici, je citerai même M. Cédric Moudiantou, avec qui nous avons eu à échanger sur cette situation. Vous savez, le fait que nous avons manqué des réserves stratégiques a imposé sur tout ce que nous avions insisté ici. Je crois que, vous savez, les États-Unis font partie des nations où ils épuisent sur des réserves stratégiques. Quand il y a des difficultés qui s'imposent, ils recourent vers ces réserves stratégiques. Donc la RDC a de sérieux problèmes sur ce que je venais d'évoquer. Et puis notamment, il faudrait le dire, que notre pays, avec l'entreprise que vous appelez Sonaïdroc, entreprise de l'État, qui est dans les secteurs des hydrocarbures, lui ne se retrouve que sur l'aval pétrolier. Et dans l'aval pétrolier, c'est dans la distribution et la commercialisation. Alors qu'en réalité, dans beaucoup plus de pays au monde, les entreprises pétrolières de l'État doivent être dans l'amont et de l'aval pétrolier, c'est-à-dire le forage, production, la raffinerie, le stockage, je crois, distribution et commercialisation. Donc, nous, la Sonaïdroc ne faisait que partie de la distribution et la commercialisation. Alors cette entreprise doit être dans la chaîne pétrolière. Et aussi, l'État doit commencer à exploiter son pétrole. C'est ainsi que si j'aimerais ici applaudir, une fois de plus, il faudrait le dire, monsieur le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui aujourd'hui a fait appel, comment on appelle ça, appel d'offres, voilà, pour qu'on exploite les 27 blocs pétroliers qui doivent être mis en valeur pour permettre à l'État d'avoir les moyens. Vous voyez, comme notre pays tel que nous sommes ici, nous n'avons pas une entreprise de raffinage aussi du pétrole. Très bien. Saucir, à l'époque, fonctionnait sous Mobutu, mais Saucir ne produit plus. Saucir ne raffine plus. Saucir fait le même travail que fait aujourd'hui CEP. CEP est une entreprise spécialisée dans la logistique pétrolière, c'est-à-dire transport et stockage. Et aujourd'hui, la Saucir fait exactement le même travail que fait le CEP, la société CEP. Donc je crois qu'aujourd'hui... Pensez-vous que si le gouvernement congolais investit dans le domaine d'énergie pétrolière, l'on pourra en tout cas trouver beaucoup de moyens pour alimenter les caisses de l'État? Évidemment, d'abord il faudrait les dire que le pétrole, l'exploitation du pétrole en RDC régénère, si ma mémoire ne me trompe pas, au budget de l'État pratiquement dans les 30%, s'il faut le dire ainsi. Bon, quand je parle du pétrole, je ne pas, parce que dans les secteurs miniers, quand nous prenons les secteurs miniers, on parle des hydrocarbures, les autres régénèrent pratiquement 70%. Dans les 70%, les hydrocarbures, c'est pratiquement dans les 30%. Donc ça fait entrer beaucoup de moyens à l'État congolais. Moi, je crois que ce secteur était abandonné à l'époque. Vous voyez, par exemple, moi j'ai eu à faire, je crois, mon mémoire à Goma, à Bukavu, où j'ai parlé de la problématique de gestion des ressources en gaz naturel. Donc j'ai parlé sur l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu. Si vous êtes à Goma, vous êtes à Bukavu, vous observez le lac Kivu qui a changé de couleur. Et selon nos recherches, si on n'exploitait pas ces gaz méthane du lac Kivu, il se pourrait qu'il y ait explosion, et quand il y a explosion, il y aura plus de 15 millions de Congolais qui vont perdre la vie. C'est pratiquement ce qui a existé, je crois, au Cameroun avec le lac Nyoki, quand il y a eu explosion et tout ça. Alors nous avons parlé comment il faudrait exploiter ces gaz méthane. D'abord, quand vous exploitez... la nature elle-même commence à réclamer même qu'elle puisse être exploitée. Évidemment. Puisque vous savez, lorsque vous exploitez ces gaz naturels, là, qui vous produisez l'électricité. Donc on peut produire, la partie est de la République peut consommer l'électricité, les courants à partir du gaz méthane du lac Kivu. Donc je crois qu'il faudrait aussi capitaliser. À l'époque, sous la gestion de Kabila, il y avait une entreprise qui est venue, qu'on appelait, je crois, Clerc, qui avait même été prête à mettre $1 milliard pour l'exploitation. Vous vous rappellerez, avec la gestion kabilienne et tout ça, ce qui a été, on est allé, on a ravi à cette entreprise-là la possibilité d'exploiter. On est allé signer un contrat avec une entreprise que nous appelons EPPM, une entreprise tunisienne. Alors cette entreprise tunisienne, au lieu d'exploiter le gaz méthane, maintenant elle est dans les coltans, dans le cuivre, etc. Donc vous comprenez ce qui s'est passé dans tout ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, le secteur des hydrocarbures est très important. Quand nous parlons des hydrocarbures, nous parlons pétrole et nous parlons gaz. En passant, donc, on peut dire que maintenant la situation est stabilisée, c'est-à-dire les stations d'essence ne vont plus connaître des ruptures en stock comme c'était le cas. Ça a impacté même sur la circulation au niveau urbain. Et voilà, donc maintenant c'est stabilisé. Je crois qu'avec la politique du gouvernement actuel, la politique du président Tshisekedi, la politique du ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo, je crois qu'aujourd'hui, avec des spécialistes qui sont autour de sa gouvernance, ils sont vraiment en train de travailler pour que nous ne puissions pas assister à ce que nous avions vu. C'est vrai que cette pénurie, c'était pas simplement en RDC. Aujourd'hui, le carburant en France, par exemple, si vous regardez, 1 litre, c'est vendu, je crois, 4,5 €.
Donc il y a eu même augmentation. Donc c'est dû à ce que je venais d'évoquer, cette guerre qui a régné, qui règne aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est au niveau mondial. Même l'Afrique du Sud pose problème. Donc nous, ici, on a essayé aussi de capitaliser certaines choses. Je crois que la politique du gouvernement et également du Premier ministre a joué un rôle très important. Mais je crois aussi qu'il faudrait vraiment que l'État congolais fasse un effort pour promouvoir ces secteurs des hydrocarbures. L'Angola aujourd'hui, c'est vrai que l'Angola vient quasiment de diversifier ses secteurs de l'économie, mais à l'époque, rappelons entre 2008, 2009, 2010, l'économie de l'Angola était basée simplement sur l'exploitation du pétrole. Et vous allez voir que l'Angola produisait pratiquement dans les 60 000 à 70 000 barils par jour, alors que la RDC, nous produisons dans un même bassin sédimentaire. Vous voyez. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment que nous fassions un effort pour que le pétrole, le gaz soit important pour la RDC, pour que ça régénère beaucoup de moyens dans le budget de l'État. Très bien. Pour rappel, nous recevons Eric Chiswaka, qui est communicateur de l'AFDC, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. Et c'était notre introduction. Il nous parlait d'un domaine dont il est expert. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous allons exploiter 3 points. On va parler d'abord de la situation de Jean-Marc Kabound Kabound face à la justice. Et puis nous allons aborder la situation du démembrement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que d'aucuns pensent que le président de la République est en train de se démembrer en perdant notamment certains ténors autour de lui. Et si nous trouvons assez de temps, nous allons aborder aussi la question de l'insécurité dans l'Est du pays. Ceux qui tombent là-bas, ce sont nos frères et sœurs. En tout cas, je vois mal que nous ayons une émission de 45 minutes sans réserver ne serait-ce que 5 minutes pour parler de cette situation. Eric Chiswaka, Jean-Marc Kabound a été interpellé par la justice. On a parlé de l'outrage au président de la République, on a parlé également de la diffamation. Est-ce que vous pensez que la justice a raison d'évoquer ces infractions-là après la tenue du point de presse ou de la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound Kabound? Vous savez, je crois que l'article 23 de la Constitution, l'alinéa 1, parle de la liberté de l'expression. Les gens ne se limitent qu'à lire l'alinéa 1. Lorsque vous descendez à la linéa 2, on vous dit que cette liberté structure le strict respect des bonnes vies au mœurs. C'est pas puisqu'on on veut se faire un nom qu'il faudrait commencer à insulter, à dire n'importe quoi quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Je crois que ce que la justice a fait, moi je crois que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit veut dire qu'il faudrait aussi interpeller certaines personnes dont la justice sent que c'est mieux que ces personnes arrivent pour qu'elles sachent réellement de quoi il s'agit. Et c'est pas simplement que on n'a pas simplement interpellé Kabound du fait qu'il aurait, ici je dirais ça au conditionnel, diffamé les présidents de la République. Mais c'est aussi pour avoir certaines des informations, puisque nous avions assisté à l'allocution de Kabound, quand par exemple il dit que l'argent de l'État est volé, mis dans des jeeps et tout ça. C'était important que la justice se saisisse de cela, le procureur après la Cour de cassation, pour essayer de comprendre exactement il s'agit de quoi. Et que M. Kabound puisse expliquer comment l'argent de l'État est volatilisé, comment l'argent de l'État est perdu. Et donc je crois que c'est ça. Et nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, ça veut simplement dire aussi interpeller ceux qui doivent être interpellés, auditionner ceux qui doivent être auditionnés, ceux qui doivent être acquittés. Je ne pense pas que le fait qu'on ait interpellé ou appelé Kabound de se présenter devant la justice, on a violé les textes. Non, c'est un Congolais comme tout autre Congolais. Eric Chiswaka, s'il a un problème avec quelqu'un pourrait aller saisir la justice pour que celui-ci se présente, pour se justifier. Et vous avez vu, M. Kabound est parti. Pourquoi on parlerait de la diffamation alors que, en réalité, la justice qui veut enquêter sur les propos tenus par Jean-Marc Kabound Kabound ferait cette fois-là un travail profitable à la nation congolaise tout entière. Alors quand on colle à Jean-Marc Kabound l'infraction de la diffamation, c'est comme si cette fois-là, il n'y a que le chef de l'État qui est protégé, mais les intérêts du peuple congolais qui est saccagé, massacré selon l'esprit du discours de Kabound. Là, on n'y prête pas attention. Non, écoutez, d'abord je disais ici qu'il était aussi interpellé pour des informations, parce qu'on voulait avoir des informations. Mais aussi, quand M. Kabound dit par exemple que le président organise des fêtes chaque semaine, vous savez, on ne peut pas tenir de telles allégations pour dire que le président organise des fêtes sans que vous prouviez réellement que le chef de l'État organise des fêtes.
Quand il traite les présidents d'être jouisseurs, parce qu'il a dit que le président Tshisekedi est un jouisseur, il faut aussi démontrer la jouissance du président de la République. C'est comment cette jouissance? Il en fait comment? On dit ce qui il faut y croire. Hein? Jean-Marc Abound et Félix Tshisekedi, on sait que c'est du surplace. Non. En tout cas, si Jean-Marc Abound tient des propos ainsi sur le chef de l'État, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, mais quand même, ça doit attirer la curiosité, surtout du peuple. Parce que c'est le peuple qui a donné au chef de l'État ses mandats. Quand il apprend que c'est lui à qui on a donné le mandat est un jouisseur, en tout cas, ça énerve. Vous savez, en politique, certains acteurs politiques utilisent ce que nous appelons le populisme. Un discours du populisme. C'est un discours dans lequel les acteurs politiques sont là pour tromper la masse. Je crois qu'il y a un ouvrage que j'ai lu, je veux me rappeler de, je crois, M. Gustave Le Bon, voilà. Il a publié un ouvrage qu'on a déterminé ou nommé « La psychologie de la foule ». Vous savez, certains acteurs politiques savent comment jouer à la psychologie de la foule. Ah, vous savez, ils savent que nous arrivions à petit feu ou à petits pas aux élections qui sont à l'horizon. Alors, la bonne manière de se faire une masse, être entouré par le peuple, c'est aussi utiliser les discours du populisme. Et s'il s'avérait que tout ça était vrai? Heureusement que vous avez dit s'il s'avérait. Je crois que c'est au conditionnel. Hein? Oui, parce que nous serons devant, Kaboun sera devant la justice. Ouais. Il a promis qu'il apporterait des preuves. C'est ce que nous attendions. C'est ce que nous attendions. Nous sommes dans un état de droit. S'il s'avère qu'il y aurait des gens... Quelle sera votre attitude, vous, individuellement, puis l'attitude de votre parti? Ben écoutez, si il y a des preuves démontrant qu'il y aurait des individus qui ont détourné l'argent ou qui détournent l'argent de l'État... En l'occurrence, le chef de l'État. Mais nous sommes dans un état de droit. Le chef de l'État n'est pas au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la Constitution. Est-ce que la FDC aujourd'hui est capable de quitter le navire Union Sacrée pour la Nation parce que l'on a brandi des preuves qui se sont avérées vraies et réelles contre le chef de l'État? Si l'AFDC constate que le chef de l'État aurait violé la Constitution et qu'il est interpellé par la Cour constitutionnelle comme individu, comme homme d'État pour ce qu'on aurait dit sur sa personne et que la justice condamne le président de la République, nous, AFDC, nous allons continuer d'abord à prôner les valeurs que nous prenions, c'est-à-dire un état de droit que nous cherchions, que nous voulions. Donc, je pense que c'est pas que nous allons dire que nous quittons le président Tshisekedi, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui avec le Tshisekedi, c'est la vision que prend le président Tshisekedi, c'est-à-dire mettre l'homme au centre du développement. Rappelez-vous de son programme, projet de société, quand il fait candidat à la présidence, il dit la lutte contre la pauvreté. Lutte contre la pauvreté, c'est mettre l'homme au centre du développement. Donc je crois que nous allons continuer avec ces combats-là, n'est-ce pas? Mais la justice, elle, a fait son travail de saisir un individu, un Congolais qui a détourné. Et là aussi, nous dirons qu'un État, l'état de droit a produit du fruit. Vous vous rappellerez ici que nous avions assisté, à l'arrestation d'un directeur des cabinets du président de la République. Pour nous, tout cela démontre également. Mais pourquoi ça n'a pas énervé la FDC, étant donné qu'on n'attendait pas du directeur de cabinet du président de la République la gestion d'un projet qui devait reposer entre les mains du technicien de l'État qui est le gouvernement? Non, vous vous rappellerez que le projet de 100 jours est un projet qui était initié par le président, puisqu'il y avait un gouvernement sortant. Il fallait... Les Congolais ne devraient... reste un gouvernement. Évidemment, mais à ce moment-là, on ne devrait pas croiser les bras. Et il fallait il y avait une nécessité, urgence. Il fallait des routes, il fallait l'électricité, c'était important. Parmi ces pouvoirs régaliens, vous reconnaissez le pouvoir du chef de l'État de nommer à son gré son directeur de cabinet, n'est-ce pas? Évidemment, le président a le pouvoir de le faire. Alors, lorsque votre domestique vole l'argent de notre entreprise, qui est-ce que nous devons poursuivre? Non, mais écoutez, je crois que là, vous parlez des 100 jours. Oui, je suis dans les 100 jours. Évidemment, je crois que nous avons assisté à ce que la justice a fait. C'est-à-dire, on a saisi M. Vidal Kamere, la justice congolaise, l'État congolais avait saisi en son temps Kamere. Ça, c'est un dossier que le peuple congolais ne comprend pas. Évidemment. Je doute même qu'on comprendra. Oui, mais on va essayer un petit peu d'éclairer quelque chose, puisque c'est très important. L'État congolais a saisi M. Kamere et les personnes citées lors de ces dossiers. Nous avons vu comment on les a condamnés, etc., au premier degré, au deuxième degré. M. Kamere et les autres ont eu quand même à faire des recours au niveau de la justice et nous avons vu ce qui a assisté. Est-ce que cette dernière décision de la justice vous convainc, vous personnellement? Bon, écoutez, je crois que moi personnellement, étant ici, ça n'engage pas mon parti politique, je parle ici comme patriote.
c'est pas simplement l'affaire de Vital Kamerhe, c'est quasiment l'appareil judiciaire de notre pays. Vous vous rappellerez que le président de la République, devant le discours devant la nation, son discours, il a dit qu'il déplorait au niveau de la justice. Il a parlé même des réformes au niveau de l'appareil judiciaire. Rappelez-vous de l'affaire Kamerhe et également aussi de beaucoup de choses que nous avons assisté au niveau de la justice. Willy Bakonga, par exemple, qui a été nettoyé par la justice et tout ça, ce que nous remarquons. Pour nous, c'est... Il adhère à l'Union sacrée. Évidemment, et pour nous, non, écoutez, pour nous... Il devient collègue. Non, écoutez, pour nous, toutes ces choses, moi, je le dis comme patriote, ça laisse un petit peu à désirer, puisque nous voulions que nous ayons une très bonne justice à la grandeur de la République démocratique du Congo. Il faudrait aujourd'hui que les gens regardent la RDC qui se disent en tout cas, ici il y a du vrai. Ici je parle comme Congolais qui a assisté à tout ce qui a été. Et bien évidemment les gens vont dire que la justice c'est aussi l'effet d'arrêter, c'est aussi l'effet d'acquitter, certainement. Mais il faut que cela se fasse en toute clarté. Puisque quand vous regardez les symboles même de la justice, on vous brandit, je crois, la balance, on vous dit qu'il y a l'équilibre. Donc on n'a pas besoin d'une justice que pour des riches, mais aussi une justice pour des pauvres, une justice qui est équitable, qui est vraie pour tous. Très bien. Eric Chiswaka, revenons sur cette question de Jean-Marc Kabunda Kabound. Le peuple congolais a constaté qu'il y avait quand même de la précipitation. À peine Kabound tient son propos, directement, cela énerve la justice. Le lendemain, il a une invitation. D'abord, la justice qui saisit le Parlement pour la levée des immunités de Jean-Marc Kabunda Kabound. Il fallait que le Parlement accorde que la justice mette la main sur Kabound. Et cela est fait alors que nous sommes en pleine vacances parlementaires. Vous ne trouvez pas que le cas Kabound semble être très particulier, qu'il faut donner toutes les énergies pourvu que Kabound soit devant la justice? Bon, je ne sais pas si dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qu'il est interdit, ou dans la Constitution qu'il est interdit qu'on puisse lever les immunités d'un député ou un sénateur en vacances parlementaires. C'est trop vite fait. Non, mais c'est ce que je dis. Je ne sais pas si dans la Constitution ou lorsque vous lisez les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, qu'il est interdit de lever les immunités d'un député national ou sénateur si celui-ci doit se présenter devant la justice. Si il y a une loi qui dit pareil, nous sommes en pleine vacances. Mais j'ai dit, est-ce qu'il y a-t-il une loi qui dit que pendant les vacances... Il y a un caractère particulier dans ça, c'est que c'est vite fait. Cette précipitation. C'est vous qui pensez que c'est vite fait. Est-ce parce qu'il s'agit de Kabound? Non, c'est vous qui pensez que c'est vite fait. C'est pas au procureur. En fait, le procureur est là pour chercher des infractions. C'est ça son devoir. Vous n'allez pas dire au procureur, il faut poursuivre telle personne et laisser telle personne, et ça c'est vite fait, et ça c'est pas vite fait. C'est à lui d'apprécier. C'est à la justice. Donc pour les cas de Kabound, il a apprécié dans la précipitation. Non, c'est vous qui pensez qu'il en a fait dans la précipitation. Mais moi je pense que ça reste à la justice de définir cela. Et comme je l'ai évoqué, je ne sais pas s'il y a une loi ou un règlement d'ordre intérieur qui dit qu'il ne faudrait pas lever les immunités d'un député national ou des députés nationaux quand ils sont aux vacances parlementaires. Donc ça veut dire qu'un député peut poser des actes de bavure et il doit être protégé puisqu'on parle de cette vacance parlementaire. Donc je crois que c'est vraiment faux. Cette question que certaines personnes se posent, ils se disent que, écoutez, Kabound, c'est plus qu'il aurait traité Tshisekedi comme il a traité et qu'il faudrait le saisir, l'appréhender, l'arrêter. Je pense que tout cela est faux. Je crois que dans les allocutions ou dans les speeches du monsieur Kabound, il y a des choses que Kabound a outrepassées. Par exemple, je vais vous dire, vous vous rappellerez à Depero Louara de propos que je ne m'aurais pas ici répété pour, n'est-ce pas, cracher sur le président Félix Tshisekedi, suite au respect que je porte au président de la République. Et quand vous décryptez les analyses de M. Kabound, vous comprendrez qu'il a tenu ce genre d'allégations. Je citerai un petit peu, par exemple, ce qu'il aurait parlé de fêtes de chaque semaine. Je l'ai dit ici, il devrait réellement affirmer et démontrer cela, si réellement le chef de l'État était un homme de fête, un jouisseur, comme certaines personnes les traitaient ou qui les traitent. Donc moi je crois que c'est apprécié. La justice doit apprécier. De telles allégations, nous pouvons les condamner. Parce que la loi est claire par rapport à l'image, à la personnalité du chef de l'État, étant donné qu'il est président de la République, mais aussi père de famille. Mais dans un autre contexte, c'est une démarche qui devait plutôt faire la fête du peuple congolais, parce que ça permet au peuple de juger la conduite, et dirais même l'application
de celui à qui il a donné le mandat de présider à ses destinées. Alors Jean-Marc Aboun devait être le protégé du peuple maintenant, parce qu'il aide le peuple à pouvoir comprendre comment il est géré. Vous savez, ce peuple n'est pas dupe. Vous savez, quand Kaboul tient ce point de presse, ou cette conférence, je vais appeler ça ainsi, il traite les présidents d'être jouisseurs, mais il organise le point de presse dans sa résidence, qu'il a construit en 9 mois avec 2 millions, non, avec 2 800 000 dollars. On peut lui accorder un crédit à la banque. Donc tous ces députés que nous voyons ici vont à la banque. Est-ce que ces députés ont demandé à la banque un crédit? Il y a aucune banque qui peut, j'ai dit ça, j'affirme, il n'y a aucune banque à l'heure actuelle qui peut prêter à quelqu'un, du coup, 2 millions. 2 millions. Mais quand les gens tiennent ces discours-là, quelque part, ils oublient un effet boomerang. Quand vous dites que Kabound a pu voler, ou il a pu détruire, je ne sais pas quel langage vous utilisez, il a pu jouir de l'argent de l'État à l'ordre de 2 millions, 3 millions, 5 millions, mais c'est sous le régime de qui? Tous on sait que Kabound a toujours été un proche au président de la République. Doit-on dire que c'est grâce au statut qu'il a porté aux côtés du président de la République qu'il a pu se faire ses moyens? Alors les gens pourraient en déduire. Si Kabound parvient à avoir 10 millions, 20 millions, qui ne peuvent être expliqués, qu'est-ce que son maître pourrait avoir de manière incontrôlée? Nous sommes dans un principe de séparation de pouvoir. Le président de la République étant une institution, vous savez comment l'institution président de la République fonctionne. On sait l'argent alloué à l'institution président de la République et à d'autres institutions. Kabound fait partie de l'institution Parlement. Savez-vous que le président de la République ignorait même ce qu'était son salaire? Mais oui, puisqu'il n'a pas... En fait, c'est un homme qui ne s'intéresse pas à regarder ce qu'il reçoit comme salaire. Mais il est beaucoup plus concentré à servir la nation. Alors que c'est un travailleur, c'est un haut fonctionnaire. Je vais citer les noms de mon professeur. Je vais citer les noms de mon professeur qui m'a donné cours de comptabilité. Mais il signait quand même sur la fiche de paie. Je veux citer les noms de mon professeur qui m'a donné cours de la comptabilité. Ton professeur signait sur la fiche de paie? Oui, je vais donner un exemple, puisque je crois que s'il me suit, il va se rappeler. Eric Opika, il est inspecteur de finances. Il disait, 2 fois j'oublie mon salaire, parce qu'il donne cours un peu partout. Et j'oublie. Et des fois, je ne sais pas combien je touche. Il dit ça. Et il y a des fois, on vient me chercher pour me dire, monsieur, c'est moi, tu n'es pas venu récupérer ton salaire. Il y a des personnes comme ça qui existent dans le monde. Très bien. Donc ça veut dire par là, je vais répondre à ça. D'abord, la question que vous avez posée, je n'ai pas répondu. Je disais qu'ici, il y a le principe de séparation de pouvoir. Le président de la République, comme étant une institution, comme la Constitution l'a dit, il ne peut pas s'ingérer de leur fonctionnement de certaines institutions. Le président demande à ce qu'il y ait clarté dans la gestion de la Respublica. C'est-à-dire que ce n'est pas au président de la République, Félix Tshisekedi, de venir voir comment les députés nationaux détournent ou volent l'argent de l'État. Non. Il y a des services habilités qui sont censés le faire. Si M. Kabound aurait détourné l'argent de l'État, ça ne veut pas dire que c'est le président Tshisekedi qui l'a fait. On ne peut pas dire, puisque Kabound était président à l'IDPS. Et s'il dit par exemple qu'il a reçu des cadeaux de la part du chef d'État? Ben écoutez, s'il dit, moi j'aimerais qu'il le dise, pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Très bien. Mais je crois que non, non, cette question est très importante. Laissez-moi un peu dire un peu plus que, oui, puisque cette question est très importante. Les gens veulent lier la richesse de Kabound au président Tshisekedi. Non. Dites-moi une maison que Tshisekedi a construite comme le village que nous avions vu. Voulez-vous qu'on m'invite aussi devant une cour? Non, mais écoutez, là, c'est la question que je pose à tous les Congolais. Ici à Kinshasa, même quand vous empruntez des transports, quand vous passez à Limité, à Kitamboma, Campagne, Gombe, bon, les Kinois, ils aiment parler, on vous dit toujours, ça c'est lui, hein. Ça aussi c'est lui. Ça, non, mais personne n'a la confirmation. Les trucs de, en tout cas pas moi. Les trucs de on suppose que je n'ai rien dit. Les trucs de Balobi. Ils ont dit, les on là c'est qui? Et les on de fois, en fait la masse ne réfléchit pas de fois. Il y a des gens qui disent des choses comme ça, puisqu'ils veulent dire. Mais la richesse des Kabound n'égale pas, en fait il ne faut pas les lier au président Tshisekedi. C'est vrai qu'il était vice-président de l'Assemblée nationale, il y a des moyens alloués. De l'UDPS, oui, mais les membres peuvent lui faire des cadeaux. On sait si les membres disent, d'abord les membres de l'UDPS disent que Kabound a détourné l'argent des cartes des membres ou des cadres là-bas. Si Kabound a détourné comme président d'un parti politique, c'est qu'il revient à dire, oui, évidemment, c'est qu'il revient à dire que si Kabound aurait détourné là-bas, je vais faire une suite logique, s'il a détourné comme président de l'IDPS, il se pourrait qu'il aurait aussi peut-être
détourné comme vice-président de l'Assemblée nationale. Donc je crois que sa richesse n'engage pas le président Tshisekedi. C'est à la justice de comprendre. Et ça aussi, j'aimerais, pour citer, vous savez, je crois que la loi, la console dit, quand vous devenez ministre ou membre d'un gouvernement, etc., il faut déjà présenter ce que vous avez, ce que nous appelons vos avoirs. C'est que nous déplorons, il y a ces personnes qui sont arrivées au pouvoir sans justifier ou présenter, ou dire ce qu'ils ont eu, et quand ils sortent, ils ne le disent pas. Et ça aussi, il faudrait réellement suivre cela de près, afin que le peuple soit éclairé. Et on peut voir un Kabound venir, elle est si pauvre, et quand il sort riche, on se pose la question, comment est-il devenu riche? Aux États-Unis d'Amérique, même quand vous êtes riche, on doit savoir la source de votre richesse. Quand vous faites des transactions, plus de 20 ou 30 transactions, la banque s'est saisie. Elle refuse même vos transactions. Pourquoi? Elle s'est dit, cette personne en fait pourquoi? Et elle veut la justification exacte. Vos propres argent, votre moyen. Donc je crois qu'il y a des choses que nous devions aussi essayer d'arranger, d'améliorer. Kabound va justifier aussi ses avoirs. Je pense qu'il va le faire. Hein. Je pense qu'il va le faire. Il n'y aura pas assez de soucis. Alors, on sent que la présidence de la République ou l'institution président de la République est gênée, je dirais même énervée par ces comportements de Kabound. On sent que l'union sacrée est énervée. On sent également que la justice, à travers, bien entendu, les procureurs, est énervée. Maintenant que Kabound est devant la justice, selon que vous connaissez le fonctionnement de la justice dans notre pays, peut-on dire qu'elle s'en serait déjà scellée? Non, moi je crois qu'il ne faudrait pas penser que nous avons une justice instrumentalisée. Non, il ne faudrait pas donner l'impression que nous avons une justice instrumentalisée. La justice fait son travail. Et je ne pense pas que la présidence de la République est choquée. Même si elle est dit du bon droit que lorsqu'il nous permet d'atteindre nos objectifs ou satisfaire notre désir de voir ceux que nous n'admirons pas tomber, mais dans les cas contraires, on fait du bruit. La justice est indépendante. Vous savez, ici, il ne faudrait pas que nous fassions de cette justice... Mais c'est vous, les politiques, qui entraînez la population à croire que la justice n'est pas indépendante. Non, mais je l'ai dit ici qu'il faudrait que nous évitions les discours du populisme et que le peuple comprenne que le discours du populisme n'apporte rien. Certains acteurs politiques sont, excusez-moi, de menteurs. Une question de curiosité ou de provocation, je ne sais pas. Si vous comparez le fonctionnement de la justice sous Joseph Kabila et sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quelle est la période qui vous met à l'aise dans votre âme? C'est la période du président Tshisekedi. Donnez des preuves. Je vous dis, c'est la période du Tshisekedi. Justifiez. Vous rappellerez nos films avec Luzolo Bambi à l'époque qui disait l'État perd plus de 15 milliards de dollars chaque an. Mais les procureurs n'avaient même pas saisi M. Luzolo. Et la justice de Kabila a voulu même, n'est-ce pas, ôter la vie à cet homme qui a dit la vérité. Vous vous rappellerez que sous Kabila, cette inspection générale des finances n'avait pas la liberté d'auditionner ou d'auditer, c'est ce que j'allais dire, des entreprises de l'État et puis soumettre à la justice pour que la justice fasse son travail. Mais aujourd'hui, vous avez quand même une inspection générale des finances qui fait un travail, qui saisit la justice et la justice enquête. Voyez-vous, vous avez des gens qui disent qu'on a détourné l'argent de l'État et puis la justice dit il faut démontrer cela. En fait, quand j'ai écouté Franck Diongo qui disait que Kabila il est moins mal que Tshisekedi, j'ai eu de larmes aux yeux. Éric Tshisekedi, je fus parmi des jeunes qui ont été arrêtés sous Kabila, enlevés. Pourquoi? Puisque nous marchions contre le régime de M. Kabila pour sa mauvaise gestion. La gestion sur les finances publiques, au niveau de la justice, au niveau de l'économie. Écoutez, comment peut-on voir un président de la République pendant 18 ans qui a produit des réserves d'échange à 800 millions de dollars, si vous voulez, pendant 18 ans? Comment peut-on accepter un tel président qui a été avec vous avec un budget de l'État à 3 milliards 500 millions de dollars pendant 18 ans? Alors que vous avez un président Tshisekedi qui est arrivé, quand on traite président Tshisekedi d'un incompétent, moi je ris. Je suis scientifique. Quand vous traitez quelqu'un d'un incompétent, il faut énumérer une étude comparative. L'incompétence de quelqu'un est due à une étude comparative. Je vais la démontrer ici. Non, laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler, c'est très important. Évidemment, mais c'est très important, s'il vous plaît. Ne m'arrachez pas la parole sur ça, puisque là, il faut éclairer la lanterne. Je ne pas aussi que les peuples congolais je suis en train de cacher la vérité. Là, il faut éclairer la lanterne. Je vous laisse faire votre démonstration, mais si vous le faites en une minute... Je vais le faire en une minute. L'incompétence de quelqu'un est démontrée sur une étude comparative. J'ai dit que M. Éric Tshisekedi est incompétent, que M. Mike, par exemple,
Puisque les deux personnes font le même travail, mais celui-ci a un rendement plus que l'autre. Et j'ai fait une étude comparative pour démontrer l'incompétence de l'un et de l'autre. Quand vous traitez Tshisekedi d'être un incompétent, c'est sur base de quel secteur par exemple? Alors si nous analysons par exemple sur les secteurs de l'économie, vous verrez que Tshisekedi a mobilisé en une année seulement. Le budget de l'État a quitté de 3 milliards à 10 milliards 800 millions de dollars. Alors que Kabila a été dans ces pays pendant 18 ans avec 3 milliards de dollars. Dites-moi, où est l'incompétence? Sans dette colossale sans quoi? auprès des institutions financières étrangères. Oui, qui est Kabila? Aujourd'hui, bien sûr que oui. Vous vous rappelez? Environ 3 milliards. On n'avait pas de dette. On apprend, je dois même enquêter là-dessus, on apprend que ce sont des dette de la RDC de l'extérieur avoisinée 8 milliards de dollars. Si c'est une dette, il faut applaudir. Le plus grande puissance mondiale ne vit que des dettes. Je vous donne l'exemple des États-Unis. C'est les pays les plus endettés du monde. Plus endettés, mais c'est quoi l'impact sur le social? Non, on ne prête qu'aux riches. C'est un principe économique. On ne prête qu'aux riches, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut que je puisse démontrer cela. Ouais. On ne prête qu'aux riches, on ne prête pas aux pauvres. Les États-Unis, je donne toujours l'exemple des États-Unis. Les États-Unis font ce que nous appelons, ils exploitent leurs réserves stratégiques, je parle d'ici, dans beaucoup plus de secteurs, ils gardent des réserves stratégiques et ils utilisent ce que les autres, ils utilisent pour ce qu'ils reçoivent des autres, c'est ce que j'allais dire. Et quand il y a rupture, un problème, il va recourir vers ces réserves stratégiques. Très bien. Donc il faudrait, vous savez, au Congo, on n'a pas l'œil d'anticiper, de projeter. Si vous voulez que nous ayons une économie, une économie forte, les emprunts, c'est pas interdit. C'est pas interdit. C'est pourquoi Kabila, s'il vous plaît, pourquoi Kabila, lui, était là, était incapable d'emprunter. Mais il faudrait dire aussi éclairé que Adolphe Mobutu fut Premier ministre sous Kabila. Nous avons eu des dettes ici que l'État congolais a payées. Lui, il était encore Premier ministre à l'époque. Adolphe Mobutu. Donc ça n'a rien à voir. Ça veut simplement dire qu'on avait à l'époque un président qui n'était pas président, qui était, je ne sais pas moi comment je peux déterminer, expliquer cela. Mais aujourd'hui, vous avez quand même un président qui est au four et moulin. Tshisekedi travaille tous les jours. Kabila organise pour Chité la réunion du conseil de ministres une fois là. Mais Tshisekedi, c'est chaque semaine, vous voyez cela. Très bien. Donc, par là, il faut ici comprendre qu'au moins nous avons un président de la République responsable, mature, qui sait ce qu'il fait. En 2023, les peuples congolais vous proposent 2 personnes. Oui. Vous choisissez l'une de ces 2 personnes pour être président de la République, connaissant sa qualité morale, spirituelle et tout ça, et puis sa bravoure à mieux conduire le pays. On vous brandit Félix Tshisekedi, on vous brandit Modeste Bahati Lukwebo. Vous faites le choix de quelle personne? Bahati a dit, son candidat en 2023, c'est Félix Tshisekedi. Très bien. Eric Tchoussouaka, nous sommes presque à la fin de l'émission. Ça sera peut-être notre dernière question, tout en vous promettant que vous allez revenir sur ce plateau pour qu'on épuise... Pardon? Le temps est parti vite. Ah, effectivement, le temps n'a jamais été notre allié. D'aucuns pensent que petit à petit, Félix Tshisekedi est en train de se démembrer en perdant notamment certains ténors dans son entourage et que cela pourrait préjudicier son projet de sa réélection en 2023. On parle du Kakabound, on parle de Diongo. On a suivi dernièrement aussi les propos du docteur Mukwege. On a compris qu'il n'est déjà pas de mèche avec le chef de l'État. Il y a Moïse Katumbi, quoique dans l'union sacrée, tous on sent qu'il y a vraiment le désamour et tout ça. Vous ne pensez pas que cela pourrait peser sur le projet du président de la République? Je crois que le président Tshisekedi est entouré de la population, pas des individus. Ici, vous me parlez des individus à la place du peuple. Oui, les individus qui ont aussi une frange de la population. Non, mais écoutez, ces peuples, je l'ai rappelé ici, la population congolaise n'est pas dupe. Elle connaît qui elle veut. Cette population regarde comment elle était gérée hier. Cette population qui manquait la liberté de l'expression. Cette population qui manquait la liberté de l'opinion. Aujourd'hui, elle voit quand même il y a une certaine amélioration. C'est vrai qu'en fait, Tshisekedi n'est pas un magicien. Ou le gouvernement congolais, ils ne sont pas des magiciens pour qu'on fasse ceci et tout change automatiquement. Le changement est un processus. Nous avons trouvé un État qui n'existait que de nom. Donc un non-État. Un non-État. Ça n'existait que de nom. République démocratique du Congo. Mais il y avait... le loi était en réalité violée, les principes étaient violés. Alors nous sommes en train de réorganiser cet État. Tu sois prêt à être face à un communicateur du camp Kabila et démontrer ceci sans être contredit. Évidemment. D'ailleurs, je crois que
c'est ce que je voudrais. Très bien. Je le fais Dernière question parce qu'on veut gagner du temps. Aujourd'hui, d'aucuns pensent qu'il faut mettre sur les épaules de Bahati Lukwebo le soulèvement populaire qui se vit dans l'Est et qui a causé la mort de certains compatriotes et même de certains éléments de la MONUSCO, car ceci est arrivé juste après son discours qui disait l'on doit chasser la MONUSCO. Je crois que le professeur Bahati n'a jamais dit qu'on doit chasser la MONUSCO. Non. Le professeur Modeste Bahati a déploré que depuis que cette mission onusienne est sur le territoire congolais, vous vous rappellerez que cette mission est née le 30 novembre 1999 lors de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la session, je crois, si je peux appeler ça ainsi, 1279, la résolution 1279 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il avait été demandé que l'on crée la MONUC à l'époque, en 1999, et après, le 10 juin, c'est devenu ça qui était de MONUC à la MONUSCO. Alors la mission... Son discours, c'est la goutte d'eau qui a débordé. Non, mais je vais arriver là. Très rapidement, oui. Donc la mission, c'était le maintien de la paix et de la stabilité dans la partie est de la République. Elle devrait être aux côtés de nos FARDC. Mais nous avons assisté à une MONUSCO, plus de 20 ans, qui n'a pas été à la hauteur. Sous Kabila, à l'époque, vous vous rappellerez du discours de Kabila, il disait, je demandais à la MONUSCO de me dire s'il maîtrisait ou si elle maîtrisait même un seul groupe armé. La MONUSCO est incapable de dire même un groupe qu'elle maîtrise. La MONUSCO est incapable de nous dire le nombre exact de terroristes dans l'est de la RDC. Alors Modeste Bahati n'a fait que dire à la population congolaise, désormais il faudrait que nous prenions, d'abord que vous vous enrôlez dans l'armée, et deuxièmement que nous puissions outiller nos FARDC afin de nous sécuriser nous-mêmes. C'est important de nous sécuriser nous-mêmes. Mais il n'a pas demandé à la population d'aller saccager les biens de la MONUSCO. Et le Modeste Bahati a dit la communauté internationale n'est pas vraie avec nous. Qui ne sait pas que cette fameuse communauté internationale n'est pas vraie avec nous? est aussi d'accord pour le départ de la MONUSCO. Mais bien évidemment. Et tout Congolais sérieux c'est que les atrocités que nous assistions dans l'Est de la République, nous avons fait des investigations. Au-delà du fait que vous parlez de M23, du Rwanda, Ouganda et d'autres nations, nous vous donnons des informations que la MONUSCO est entrée aussi dans la logique de l'exploitation illicite de nos matières premières dans l'objectif de contrôler la partie Est de la RDC. C'est pourquoi nous nous sommes dit, regardez par exemple pour Chité, c'est très important, la France interdit à la RDC de s'approvisionner d'armes. Elle accepte au Rwanda de s'approvisionner. Alors qu'en réalité, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, on nous a envoyé la MONUSCO, vous vous rappellerez. Mais la MONUSCO n'a pas tenu de discours pour dire je suis au Congo, le Congo est menacé, il faudrait que la RDC s'approvisionne d'armes afin de se sécuriser. Mais la MONUSCO tient un discours en disant j'ai moins d'armes, la RDC a moins d'armes et que le M23 a des armes sophistiquées plus que le Congo. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie exactement? Et là, pour nous, nous avons compris que c'était de l'insécurité sur les territoires congolais. Donc aujourd'hui, il est important à la RDC de sécuriser son intégrité territoriale elle-même, puisque la MONUSCO, l'État congolais l'octroie pratiquement 1,8 milliard de dollars chaque an, alors que l'armée a pratiquement, elle est dans les 7 millions de dollars chaque an. Donc si aujourd'hui nous prenons cet argent et que nous donnons à nos FARDC, je crois que les FARDC vont sécuriser l'intégrité territoriale de notre pays. Et je m'aimerais ici dire à tous ces acteurs politiques qui pensent que Bahati Lukwebo aurait demandé au peuple de saccager les biens de la MONUSCO, c'est là est faux. Ce sont ce que nous appelons des guerres politiques de certains acteurs politiques qui veulent à tout prix mettre Bahati de côté. Ils veulent dépouiller Tshisekedi parce qu'ils savent que Bahati est un homme fort aux côtés du président Tshisekedi. Merci beaucoup Eric Tshiswaka. L'émission est vraiment à sa fin. Alors, nous avons une logique chez nous, une coutume de clôture de notre émission. Voilà, nous commençons maintenant cette partie importante. Cette caméra, elle est à vous. Vous la regardez, vous la fixez. Et vous allez réagir à ce qu'on va vous demander face à la caméra. Ah, je crains. Hein. On vous demande ceci, on va vous présenter 3 noms des personnalités congolaises et vous allez vous adresser à elles, à ces personnalités. D'accord. Un conseil, une reproche, tout ce que vous voulez. Vous le faites face à la caméra. Eric Tshiswaka Kabeya, communicateur de l'AFDC, parti cher à Bahati Lukwebo Modeste. Adressez-vous en quelques secondes à Messieurs Martin Fayulu Madidi,
que je m'adresse à Martin Fayulu. Il doit être vrai. Il doit arrêter d'être un politicien qui a tendance toujours à dribbler les autres. Il a dribblé Félix Tshisekedi, il a dribblé Mouzitou. Il doit arrêter d'être comme ça. Mais c'est un homme intelligent que j'apprécie puisque je y à les connaître de près. Il a aussi des qualités que nous aimons tous. Mais la politique demande aussi d'être intègre. Donc j'aimerais qu'il soit intègre. Et s'il devient intègre, je crois que ça pourrait payer un jour. Très bien. Éric Tshiswaka, la deuxième personne à qui vous allez vous adresser, c'est bel et bien Antipas Moussanyamouissi. Face à la caméra. Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Un homme intelligent. Comme tout homme, il a aussi ses défauts. Il a aussi ses points positifs. Je crois qu'il fait partie des acteurs politiques qui ont joué un grand rôle dans ce pays. L'homme a toujours ses défauts. Ce que j'aime pas en lui, c'est sa manière de jouer des fois des mauvaises politiques. Vous savez, des fois avec ce que nous avions assisté, les groupes armés, etc. Hein, je n'aime pas cette logique que ce monsieur a. Mais en tout, il reste quand même un homme intéressant pour notre pays. Très bien. Nous passons vite à la troisième et dernière personne. Il s'agit donc de Monsieur Joseph Kokonyangi Witanene. Kokonyangi. Voilà. Kokonyangi me rappelle, je crois, sous Etienne Tshisekedi. Je crois qu'il fait partie des personnes qui ont dit, hein, si ma mémoire ne me trahit pas, que Tshisekedi a raison à sous-sauter. Hein, je crois que oui, c'est lui. C'était d'abord Prince Willy Michiki. Oui, et puis après, je crois. Okay. Mais je crois c'est ça. Mais c'est quand même quelqu'un intelligent aussi pour ces pays, bien qu'ils ont eu à mal gérer notre pays. Hein, ce sont des personnes aussi qui ont beaucoup plus participé dans les détournements, dans tout ce que nous avions assisté. Je crois que la RDC actuellement a besoin d'un renouvellement de la classe politique. Nous n'oublions plus de la gestion que nous avions assistée. Mais c'est quelqu'un, moi j'aime son côté intelligence. En fait, je suis toujours séduit par l'intelligence des autres. Mais la mauvaise gestion, je n'aime pas. Hein. Donc Kokonyang fait partie des personnes qui ont participé dans la mauvaise gestion. Et ça, il faudrait déplorer cela. Merci beaucoup à vous, Éric Tshiswaka. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour réussir cette émission combien importante. Merci à la population congolaise qui nous suit chacun depuis quelque part. Je profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mon ami et frère Maître Sam Kachama. Maître Sam Kachama, en tout cas l'ami de Yannick Boulengue. Joyeux anniversaire à toi, Maître. Joyeux anniversaire également à Maman Olive Lembe Kabila. Elle est née aujourd'hui. Ainsi prend fin notre émission d'aujourd'hui, l'heure du Congo. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Paix chez vous. Et nous nous revoyons à notre prochaine édition. Bye bye.